L'ADMLA est une maladie de la rétine qui altère rapidement ou progressivement, au niveau de l'un ou des deux yeux, le centre de la rétine appelé macula. On parle beaucoup de l'ADMLA actuellement car des progrès thérapeutiques décisifs ont été faits récemment et d'autres vont arriver. C'est la macula qui procure la vision fine, lecture et reconnaissance des visages, la vision des couleurs et celle des reliefs. Dans l'ADMLA, ce sont les cellules de l'épithélium pigmentaire de la rétine et les vaisseaux qui les irriguent en profondeur qui sont atteints. L'ADMLA est une maladie dite polyfactorielle car divers facteurs s'ajoutent aux effets du vieillissement normal de la macula. En effet, c'est l'âge qui est le premier facteur de risque à partir de 70-75 ans. Il se trouve que la rétine est le tissu le plus consommateur d'oxygène de l'organisme et le vieillissement normal de la macula s'accompagne déjà d'une altération des capacités naturelles d'épuration des déchets métaboliques. Ce phénomène est source d'inflammation qui peut devenir chronique et déclencher la maladie en présence des facteurs prédisposants. Ce sont des facteurs génétiques, c'est le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, les facteurs cardiovasculaires, hypertension, accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux, la surcharge pondérale et la présence de foyers infectieux chroniques. En ce qui concerne les prédispositions génétiques, certaines variations sont associées au risque de développer la maladie, d'autres à celui de développer une forme grave. Certaines exposent à ces deux risques à la fois, et si le risque est multiplié par 4 chez les personnes parentes proches d'un patient atteint, il y a aussi des variations génétiques protectrices. C'est pourquoi ni la présence de prédispositions génétiques, ni leur absence ne sont des indicateurs absolus. L'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux ont été associés au risque de DMLA dans les grandes études épidémiologiques internationales. Un nouvel élément vient d'être présenté récemment au congrès ophtalmologique annuel de l'ARVO, c'est la présence de plaques d'athérome ou athérosclérose au niveau des artères carotidiennes sur le Doppler carotidien. Cette même étude écarte un risque particulier que l'on avait évoqué relié à la présence chronique d'aspirine qui est assez fréquente en cas de terrain cardiovasculaire. Les traitements anticoagulants, eux-mêmes fréquents sur ce terrain, n'augmentent pas par eux-mêmes le risque de développer un hématome dans la macula. C'est une forme plus grave qui se produit dans 7% des cas environ, que l'on prenne ou non de l'aspirine ou un traitement anticoagulant. Évidemment, l'hématome sera plus étendu et plus destructeur en présence d'un traitement anticoagulant. Dans certains cas d'hématome, une intervention chirurgicale peut améliorer la vision. C'est d'ailleurs actuellement la seule indication où une opération peut le faire, mais à condition d'être pratiquée extrêmement rapidement après l'accident, au maximum quelques jours après. La DMLA se présente sous deux formes, la forme atrophique, dite sèche, et la forme dite humide, avec présence de néovaisseaux. Elles peuvent être associées, ce dont les patients ne sont pas suffisamment prévenus. La forme atrophique sèche est la plus fréquente, 80% des cas environ. Elle est d'évolution lente vers le stade avancé, appelé atrophie géographique. Elle peut se compliquer par une évolution vers la forme humide. En ce cas, c'est une aggravation rapide de la baisse de vision qui doit alerter le patient. La forme avec néovaisseaux, humide, est rapidement progressive.
en quelques semaines, mais parfois en quelques jours, en cas de forme grave d'emblée. Elle entraîne toujours un certain degré d'atrophie au cours de l'évolution. C'est pourquoi il est important d'en faire le diagnostic précocement pour stopper ce processus par le traitement efficace maintenant à notre disposition. Il faut insister sur le fait que la DMLA n'entraîne jamais de cécité totale, c'est-à-dire le fait d'être complètement aveugle dans le noir. Mais elle entraîne un trouble de la vision centrale, progressif ou brutal, selon la forme de la maladie. Au début, l'acuité visuelle est encore bonne et cela se traduit par une difficulté à lire le centre des mots et ou par une déformation des lignes droites, qu'elles soient horizontales ou verticales. Puis s'installe un état de basse vision, défini par une acuité visuelle entre 1 et 4 dixièmes. Se développe progressivement également une modification des couleurs, une difficulté à évaluer les reliefs, comme par exemple être dans les escaliers ou franchir un trottoir. Une réadaptation visuelle, sorte de kinésithérapie de la vision, peut être utile dès ce stade. Également, le port de lunettes loupe, de filtres spéciaux pour augmenter les contrastes et l'utilisation de loupes éclairantes sont souvent indiqués pour aider la lecture à ce stade. Puis s'installe un état de malvoyance lorsque l'acuité visuelle chute en dessous de 1 dixième. Des systèmes d'aide visuelle sophistiqués deviennent alors nécessaires. Dès le début de la maladie, une sensibilité anormale à l'éblouissement et un temps de récupération anormalement long après une exposition brutale à une lumière forte peuvent se faire sentir. L'adaptation de filtres spéciaux peut être déjà utile à ce stade. Il n'y a malheureusement pas de traitement à ce stade pour la forme sèche, mais de nombreuses études cliniques sont en cours et elles vont aboutir. La greffe de cellules pigmentaires vient d'être tentée aux USA dans la forme avancée sèche avec des résultats encourageants. Pour la forme avec néovaisseau, la forme humide, il existe depuis quelques années déjà un traitement efficace. C'est l'injection intravitréenne de médicaments que l'on appelle anti-VEGF. Nous avons été le premier centre français à effectuer les injections intravitréennes de bevacizumab dès novembre 2005, 6 mois après la première publication aux États-Unis. Le ranibizumab, qui est la molécule fille du bevacizumab, a été autorisé en France en juillet 2007 seulement, soit 1 an et demi après. Les modalités d'administration de ces injections ont fait l'objet de beaucoup de réflexions et de controverses. Pour notre part, nous n'avons jamais pratiqué les injections systématiques. Nous n'avons injecté que lorsque les examens complémentaires, angiographie et OCT, démontraient que la maladie était bien en phase active et non en phase de rémission. Ainsi, notre nombre moyen d'injections a été de 4 seulement, avec des extrêmes allant de 1 à 7. Ce sont exactement les résultats de l'étude américaine prospective CATS, dont les premiers résultats sont sortis il y a 1 an. Elle compare d'une part les résultats entre les 2 médicaments et d'autre part ceux entre des injections systématiques mensuelles et des injections à la demande comme nous les avons pratiquées. Les résultats à 2 ans viennent d'être communiqués au Grand Congrès ophtalmologique annuel de l'ARVO. Il n'y a aucune différence entre les 2 produits, ce qui conforte notre initiative d'avoir commencé le bevacizumab dès novembre 2005. Et il n'y a aucune différence significative d'acuité visuelle entre les injections systématiques mensuelles et les injections à la demande telles que nous les avons pratiquées. Et même, il y a une légère tendance à développer plus rapidement l'atrophie géographique, la forme ultime de la forme sèche, en cas d'injection répétée mensuelle.
Nous sommes également confortés par l'étude anglaise à 1 an, l'étude IVAN, qui compare les injections à la demande et les protocoles d'induction de 3 injections systématiques mensuelles. Et elle est arrivée exactement aux mêmes conclusions. Ces résultats confortent notre prudence et notre politique de médecine personnalisée, conforme à la vocation de l'institution. L'Eylea est un médicament anti-angiogénique plus puissant et dont la durée d'action est plus longue. Il sera commercialisé en France courant 2013. C'est une maladie qui peut se dépister très facilement par l'examen de la rétine, ce que l'on appelle le fond d'œil, qui permet de retrouver des lésions caractéristiques, dont celles que l'on appelle les drusènes. Ce sont des taches jaunes qui traduisent l'accumulation des déchets métaboliques dont nous parlions précédemment. Dans le même temps, l'étude des vaisseaux rétiniens permet de dépister aussi les risques de maladies cardiovasculaires, hypertension, accidents cardiaques et cérébraux, plusieurs années à l'avance. Dans l'avenir, le passage d'une forme précoce à la forme avancée pourra se dépister par une simple prise de sang. Le dépistage génétique, qui se fait par prélèvement de salive, est d'intérêt controversé actuellement, étant donné le caractère polyfactoriel de la maladie. L'ADMLA est certes une maladie ophtalmologique invalidante, mais la recherche a déjà permis et va permettre encore des avancées décisives pour la compréhension et l'amélioration de la vision des patients atteints.